ça serait intéressant que les agents du ministère ou les agentes viennent passer un peu de temps avec nous, puis découvrent c'est quoi la réalité d'un organisme. L'idée, c'est pas qu'on soit à plaindre, là. On choisit d'être dans ce domaine-là. Néanmoins, je pense que s'ils vivaient au quotidien ce qu'on vit pendant une couple de jours, ils pourraient faire comme, OK, je comprends mieux votre réalité. À ce moment-là, on pourrait peut-être mettre l'accent sur d'autres choses et trouver une balance sur comment vous demandez des comptes. Vous écoutez Imagine, un balado qui s'adresse à tous ceux et celles qui s'intéressent aux grandes questions d'intérêt pour le secteur à but non lucratif. À Imagine Canada, nous croyons en la force de l'action collective, en tissant des liens parmi les acteurs du secteur, en partageant et en développant nos connaissances et en utilisant nos plateformes, nous avons le pouvoir de faire progresser la justice sociale, économique et environnementale. Je suis votre animatrice, Émilie Pomeryan, et il me fait plaisir de vous inviter à plonger au cœur de conversations enrichissantes sur des sujets qui affectent le secteur des OBNL. Notre balado, qui est rendu possible grâce au soutien de Sage Canada et de Carter's Professional Corporation, est une invitation à imaginer un avenir plus juste et équitable. Bien que notre secteur dispose de plusieurs points de contact au sein du gouvernement fédéral, aucun ministère ou département n'est chargé d'améliorer le contexte stratégique, le paysage économique du secteur à but non lucratif au Canada. Et donc, dans cet épisode, nous allons examiner le concept d'une place au sein du gouvernement et discuter avec le dirigeant d'un OBNL au Québec, où les responsables ont créé depuis quelques années une place au sein de l'appareil gouvernemental provincial pour soutenir les organismes de bienfaisance et à but non lucratif québécois. J'ai le plaisir de vous présenter une conversation entre mon collègue Sébastien Murman, qui est le gestionnaire des relations gouvernementales et de l'engagement des membres chez Imagine Canada, et de Fabien Despérou, qui est directeur général de Horticité OBNL à Gatineau. Bonjour Fabien, merci de prendre quelques instants pour nous parler d'Horticité et le travail que vous faites. Quelle est votre mission par rapport à la communauté? Déjà, en premier lieu, je voulais te remercier Imagine Canada, puis te remercier Sébastien pour l'invitation. Moi, mon rôle chez Horticité, c'est d'être directeur général en fait de l'organisme que j'ai cofondé il y a 5 ans. Alors, chez Horticité, qui est un organisme sans but lucratif basé à Gatineau, notre mission, c'est de promouvoir et développer une agriculture mobilisatrice et durable dans la région de Gatineau. Qu'est-ce que ça veut dire en substance? Concrètement, nos actions sur le terrain, c'est de faire des aménagements comestibles. Donc, de verdir notre ville, de la rendre plus agréable, plus disponible en termes de produits d'aliments frais. On n'est pas encore une ferme urbaine, on aimerait ça le devenir. C'est ça, on travaille sur des aménagements comestibles, on va travailler aussi sur du verdissement. Donc, ce que j'entends par verdissement, c'est plantation d'arbres fruitiers. Ça va être développer des projets de mini-forêts, travailler sur des couvre-sols écologiques qui sont des alternatives à la pelouse traditionnelle. Donc, c'est vraiment aussi des projets de recherche et développement qui se font pas nécessairement ailleurs ou qui se font très peu au Québec dans certaines municipalités. Et puis, notre dernier volet, c'est ce qui occupe le cœur, en fait, de notre démarche. Quand je disais mobilisatrice, c'est qu'on passe par la pédagogie. On fait des ateliers, on donne des formations dans les jardins communautaires et collectifs. On fait de l'accompagnement de ces groupes-là et on travaille vraiment en étroit lien avec nos différents partenaires, que ce soit les entreprises privées, les municipalités ou d'autres organismes d'économie sociale. Depuis le début des années 2000, il existe une place pour le secteur au sein du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale du gouvernement du Québec. Le ministère est chargé de soutenir l'action communautaire et bénévole au Québec. Il octroie au secteur plusieurs types de financement et est responsable de la mise en œuvre de la politique gouvernementale sur l'action communautaire. Dans votre point de vue de dirigeant d'un petit organisme à but non lucratif au Québec, quelle est la relation entre le secteur et le ministère? Pensez-vous que le ministère sert efficacement le secteur à but non lucratif de Québec? C'est une excellente question, Sébastien. C'est sûr que dans notre relation qu'on entretient avec l'organisme qui nous accompagne, qui est la CDROL, donc Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides, qui, je pense, est donc, avec le chantier de l'économie sociale, l'organisme qui délivre, en fait, et qui accompagne les fonds et les subventions du ministère. On a la chance d'avoir un bon accompagnement. On a la chance de, justement, en tant que petit organisme, qui n'a pas toujours les ressources pour prendre le temps et comprendre toute la dynamique de ça, d'avoir un interlocuteur qui le fait pour nous. Donc ça, c'est déjà très positif. Aussi,
Je pense que ce qui est important dans cette situation-là, au-delà de subventions et de financement de manière générale, c'est qu'on est dans un réseau d'économie sociale qui est très marqué au Québec, qui est très dynamique. Et ça, c'est le gros plus, je pense, du Québec et du secteur des petites entreprises comme les OBNL ou les coopératives. De mon point de vue, qui resterait, j'allais dire humble, parce que je n'agis pas au niveau supérieur avec le ministère comme la CDROL, je crois que les relations sont bonnes et je crois que le ministère fait confiance à des organismes comme la CDROL pour avoir une meilleure connaissance au chantier de l'économie sociale, en fait, d'avoir une meilleure connaissance du terrain et de faire et d'être à l'écoute. Mais je voudrais pas trop m'avancer parce que c'est pas quelque chose que je travaille pas pour eux, là. Donc c'est ça. Et vos interactions avec ce siège social un peu, elles sont caractérisées comme quoi? Il est très limité dans la mesure où, encore une fois, on n'est pas directement en interaction. C'est certain qu'on l'est dans la mesure où quand on reçoit une subvention du ministère, on peut être amené à communiquer avec eux. Mais encore une fois, on passe souvent plus par le chantier de l'économie sociale ou notre interlocuteur comme la CDROL. Entre autres, le débat sur la place au sein du gouvernement s'externise pour notre secteur et il n'existe vraiment aucun consensus solide au sein du secteur au sujet de la forme ou du mandat de celle-ci au niveau fédéral. À votre avis, quel enseignement pouvons-nous tirer du modèle du Québec? Il faut déjà faire une distinction au Québec. Puis encore une fois, je suis pas un spécialiste de l'innovation sociale ni de l'économie sociale. Moi, je le vis au quotidien dans mon travail par le statut de mon organisme puis les interactions que j'ai. Mais j'aimerais ça faire une distinction dans ce que le gouvernement du Québec fait. C'est-à-dire on parle d'action communautaire, on va parler d'innovation sociale, puis on va parler d'action bénévole. Puis nous, en tant qu'OBNL, d'organisme sans but lucratif, on touche un peu à l'innovation sociale, mais on est moins dans l'action communautaire et plus dans une action bénévole et entrepreneuriale. Donc ça, déjà, je voudrais le clarifier. Puis ensuite, je pense que ce qu'on pourrait apprendre et retirer de ça de la part du Québec, c'est que ils essayent vraiment d'être à l'écoute du terrain en faisant appel à des organismes, encore une fois, comme la CDROL ou le chantier de l'économie sociale. Mais il y a aussi peut-être des choses à ajouter. Puis là, en discutant avec mes partenaires, parce que je veux aussi me remettre en contexte que Horticité, ça c'est important de le mentionner, je pense que ça peut inspirer un certain nombre d'auditeurs et d'auditrices. On a la chance d'être dans un collectif. Ce que j'entends par collectif, c'est qu'on est avec 2 autres organismes qui sont des coopératives et non pas des OBNL. Et ça, je vais y revenir plus tard, c'est important de garder en tête que c'est des coopératives. On partage des espaces, des ressources, des projets au sein du Vieux-Heul à Gatineau. Donc ça nous permet d'avoir aussi plus de poids, notamment quand on fait des demandes de subventions. Puis une chose qui pourrait être améliorée, selon moi, c'est vraiment déjà de considérer les coopératives au même titre que les OBNL. Les lois sur les coopératives sont plus récentes, sont plus structurantes, sont plus, j'allais dire même limitantes, là où les OBNL sont plus anciennes et il y a peut-être plus de liberté. Donc ça crée un peu une disparité, notamment quand on fait des demandes de subventions, ça peut être un enjeu. Donc il y a peut-être une mise à jour à faire à ce niveau-là. Je pense qu'il y a beaucoup, puis ça c'est quelque chose qui revient au niveau fédéral et provincial, mais le fait qu'on nous octroie des subventions par projet, qui est souvent lié au fait que j'imagine que les ministères, je dis bien les ministères au Québec fédéral, veulent avoir des comptes à rendre, alors il faut que ça soit très précis, c'est par projet, comptabiliser le nombre de personnes touchées, plutôt que de nous verser des subventions à la mission, ce qui est réclamé en fait à corps et à cri par la plupart des organismes d'action communautaire notamment, mais aussi d'autres organismes au Québec. C'est-à-dire, on est toujours obligé d'être en mode créatif et créative. Il faut toujours qu'on se réinvente, il faut toujours qu'on soit en mode, OK, pendant 1 an, 2 ans, on va créer un projet, on va le monter, et puis dans 2 ans, ça se termine. Et là, il faut soit mettre fin à ce projet-là, soit avoir trouvé du financement entre-temps, mais c'est plutôt rare. Donc, ça crée des grosses difficultés. Donc, en gros, ce que j'encourage vraiment, c'est, encore une fois, de nous subventionner à la mission. Comme la plupart des fondations peuvent être amenées à le faire quand les fondations donnent des montants, disent, votre mission nous intéresse, vous répondez à un certain nombre de critères et de valeurs, et donc, on va vous encourager en vous laissant la liberté de votre plan d'action pour répondre à votre mission. Plutôt que, on vous paye des projets, et puis à la fin du projet, c'est ça. Ça, c'était un point très important pour moi à mentionner. Un autre élément que j'aimerais mentionner, c'est le fait que je sens un grand effort de la part du fédéral et du provincial
notamment du fédéral, sur le fait d'améliorer et de mettre à jour leurs procédures et la manière dont on peut soumettre, par exemple, nos demandes de subvention ou la manière dont le suivi est fait avec leur équipe. Je voudrais quand même préciser que ça reste souvent lourd, malgré tout. Et quand je dis lourd, c'est que je veux dire qu'on est des petites structures avec peu d'employés qui n'avons pas nécessairement une connaissance poussée du lexique, des terminologies. Les formulaires qu'il faut qu'on remplisse, ça reste quelque chose qui est pénible. Je vais le dire de même, je reporte en même temps ce que mes collègues me disent là, et je reconnais tout le travail qui peut être fait par les fonctionnaires du ministère et que ils font un travail aussi, un gros travail. Néanmoins, pour nous, c'est un des défis. Et je trouve que c'est un défi dommage, en fait, à avoir et à rencontrer parce que ça nous enlève du temps et de l'énergie pour le mettre dans la réalisation des projets. C'est-à-dire qu'on va passer plus de temps à rédiger des demandes de subvention ou à suivre des procédures ou des redditions de comptes que à mettre de l'énergie à bien réaliser les projets. Ça crée aussi du stress sur des petites équipes, sur des petites structures et des fois on se décourage. Donc ça, c'est une réalité qui, je pense, pourrait être intéressante. Si j'avais une suggestion à faire, ça serait intéressant que les agents du ministère ou les agentes viennent passer un peu de temps avec nous, puis découvrent c'est quoi la réalité d'un organisme. L'idée, c'est pas qu'on soit à plaindre là, on choisit d'être dans ce domaine-là. Néanmoins, je pense que s'ils vivaient au quotidien ce qu'on vit pendant une couple de jours, ils pourraient faire comme « Ok, je comprends mieux votre réalité. À ce moment-là, on pourrait peut-être mettre l'accent sur d'autres choses et trouver une balance sur comment vous demandez des comptes. » Si jamais un membre du Parlement te visitait comme ça pour une journée, qu'est-ce que tu leur montrerais? Mais déjà, je leur montrerais que notre organisme, et plus spécifiquement Artisité, on est vraiment au cœur de l'action citoyenne, de l'action au quotidien avec nos communautés. Je vais le dire en bon québécois, on fait pas du bisounage, là, on fait pas du lobbying, c'est pas notre rôle. Il y a d'autres partenaires auprès de nous dans notre réseau qui le font, cette espèce de lobbying au niveau politique, qui vont aller à des rencontres, qui vont peut-être aller à des événements de la Chambre de commerce. Nous, on est vraiment dans la réalisation terrain. On veut que ça se réalise parce que concrètement, nos membres et les citoyens et citoyennes qu'on rencontre sur le terrain, ils nous disent « On admire ce que vous faites, on a vraiment envie de voir votre travail atterrir. Pouvez-vous continuer à agir puis vraiment nous montrer c'est ça quoi, faire des choses sur le terrain. » Donc c'est ce qui nous occupe et nous habite au quotidien et ce qui nous stimule, c'est de vraiment agir au quotidien. Donc si un membre du Parlement venait me visiter ou une membre du Parlement, ce que je ferais, c'est que je l'amènerais à vraiment aller voir les projets qu'on a fait, à rencontrer les membres, par exemple des membres de jardins communautaires et collectifs, et aussi peut-être, je sais pas, les faire mettre les mains dans la terre, le faire suer un petit peu en plantant des vivaces et des arbres. Alors Fabien, dans ce contexte-là, la coopérative de développement régional, son rôle s'amplifie un peu dans la poursuite de sa mission de soutenir des organismes et de connecter un peu les décideurs parlementaires à l'économie sociale, à l'action communautaire. Pourriez-vous voir un rôle plus grand pour des organismes comme la CEDROL? C'est une excellente question, encore une fois, puis je pense qu'il serait mieux placé que moi pour y répondre. Mais c'est sûr que il faut pas perdre de vue que avec les différents paliers de décision, donc paliers provinciaux et paliers fédéraux, il se joue aussi des interactions politiques, des choix que la CDR doit faire. Il bénéficie aussi, j'imagine, d'un financement à différents degrés. Donc oui, moi je pense que la CDR devrait continuer à renforcer son rôle, comme elle le fait déjà, notamment au niveau municipal, et spécifiquement pour Gatineau, avec la nouvelle politique d'économie sociale qui a été mise en place au sein de la municipalité. Donc, je pense qu'ils ont un rôle crucial d'action directe et de fédérer les organismes. Mais nous-mêmes, en tant qu'organisme, on le fait déjà aussi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se parle entre nous, on s'aide. On va rédiger des documents, des procédures, on les partage. On va à des événements d'innovation. Je pense que la CDR est vraiment là pour nous donner des directions. Là où nous, les organismes, comme on a les mains dans la terre, on est très présents sur le terrain, on peut facilement plus rentrer en action et être plus, réactif. Là où la CDR est peut-être plus en observation, à comprendre ce qui se passe, à digérer ce qui vient d'en haut,
puis à nous expliquer, puis à essayer de faire en sorte que le réseau se développe. Concernant la sollicitation d'un soutien similaire au sein du gouvernement fédéral, quels conseils ou quelles suggestions donnerez-vous aux dirigeants du secteur, parmi eux Imagine Canada, bien sûr, qui plaident la cause de cet important changement? Je pense qu'il y a un point qui est revenu, puis j'ai discuté avec mes partenaires ce matin. J'ai comme partagé les questions que j'ai reçues pour avoir aussi leur avis. Nous avons reçu du ministère de l'Économie et de l'Innovation une subvention, en fait, pour une mutualisation. Et je crois que ça, c'est une très bonne direction. Si je pouvais donner un conseil aux différents acteurs et actrices de ce milieu-là, c'est de pousser de plus en plus les financements en mutualisation. Qu'est-ce que c'est un financement en mutualisation? C'est de dire, on va octroyer 200 000 $ sur 2 ans à 3 ou 4 organismes sur différents critères, là, leur mission commune, peut-être qu'ils partagent des espaces, peut-être qu'ils ont la nécessité d'avoir une ressource humaine commune. Nous, ça a été notre cas avec un chargé de communication qui a fait un travail extraordinaire et qui a permis de propulser nos 3 organismes à un niveau qu'on n'aurait pas pu avoir sans cette subvention. Donc, je pousserai vraiment cette mutualisation parce qu'on le sait qu'on est dans une période de pénurie de main-d'œuvre et que c'est difficile de garder aussi nos employés. La rétention de personnel au sein de l'économie sociale puis des organismes est difficile. On peut pas se permettre de constamment changer. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans la conversation, c'est difficile des fois de faire les redditions de comptes, de faire les demandes de subventions. Donc, si en plus on doit être amené à faire du recrutement, ce qui est sensiblement la même chose qu'on voit dans des entreprises plus grosses, mais pas avec les mêmes moyens, en mutualisant, alors oui, on a un financement plus important, on partage les ressources, mais on peut aussi partager les responsabilités comme nous, on le fait au sein de notre collectif pour le recrutement, par exemple, pour la formation des employés, pour les tâches. Donc ça, c'est vraiment une recommandation que je donnerais. Et je dirais même, si vous faites plus de financement en mutualisation, rendez-le plus accessible. Soyez un peu plus permissif dans la manière de le faire. Je sais que les fonds publics doivent être vérifiés. J'ai conscience qu'il y a des redditions de comptes à donner et qu'il faut s'assurer que ça soit fait dans un cadre précis. Mais des fois, ce cadre est peut-être, encore une fois, pas adapté à la réalité qu'on vit sur le terrain. Que ça soit, et je vais donner des exemples concrets. Pour nous, Horticité, on est une entreprise saisonnière en agriculture urbaine. Ça n'a pas de sens de nous demander ou de nous donner des financements à certains moments de l'année parce que c'est le gros de notre temps de travail et qu'on n'a pas le temps de faire ça. Donc, tenir compte des réalités des organismes. Et je sais que c'est un défi difficile parce qu'il faut à la fois avoir une vision plus générale du financement, parce qu'on peut pas faire du cas par cas, mais à vouloir être trop général, je pense qu'on pénalise un certain nombre d'entreprises qui ont besoin d'un petit peu plus de spécificité. Donc ça serait une première recommandation. La deuxième recommandation qui s'appuie là-dessus, ça serait vraiment d'avoir des interlocuteurs et interlocutrices au sein du fédéral, donc mettons dans les ministères qui nous suivent, qui vont prendre un certain nombre d'entreprises sous leur coupe. Par exemple, moi j'ai déjà eu la chance de travailler avec Communautique à Montréal. Le fédéral leur demandait de chapeauter des entreprises et au sein de Communautique, moi j'avais une personne avec qui je pouvais parler, puis c'était beaucoup plus facile. Parce que dès que j'avais une question, dès que j'avais un blocage, je me sentais appuyé, accompagné, et ça joue beaucoup au niveau du moral puis de la motivation aussi. Je sais pas si pour d'autres organismes c'est le cas, je voudrais pas m'avancer, mais ça serait une chose importante d'avoir un interlocuteur et interlocutrice. À plus forte raison, maintenant tout est automatisé, tout se fait en ligne, envoyez tel formulaire, on va vous répondre sous 15 jours. Je comprends qu'on manque de personnel, mais d'un autre côté, on travaille avec de l'humain aussi, là. C'est très important de garder en tête qu'on travaille avec de l'humain. Nous, directement sur le terrain, mais nous autres, avec au-dessus de nous, ceux qui nous subventionnent. Et ces points de contact sont incroyablement valorisés, je dirais, par des organismes dans le secteur. Si on peut avoir accès à quelqu'un qui peut nous suivre ou avoir une connaissance sur nos enjeux, c'est incroyablement nécessaire. Oui, et ça l'est d'autant plus, Sébastien, que moi, quand je parle avec des agents du ministère, que ça soit avec le service Emploi-Été Canada ou que ça soit avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, les gens sont stimulés par le fait de parler avec des entreprises comme nous. Ça les motive, ils savent concrètement ce qui se passe avec l'argent qu'ils donnent quand ils sont devant leur ordinateur à créer des dossiers, à répondre à des demandes de subvention, à nous appuyer. Ils sont comme, OK, vous, sur le terrain, c'est ça que vous faites.
C'est vraiment valorisant. Je vais essayer de vous aider. Puis merci aussi de nous donner un retour sur ce que nous, on fait au ministère. Et il y a comme une dynamique qui est beaucoup plus intéressante pour tout le monde. Ils peuvent voir l'impact un peu plus aussi du financement et au-delà des rapports écrits que nous faisons parvenir au gouvernement. Je voulais te demander, Fabien, sur ton rôle comme exécutif dans un OBNL, combien de temps tu utilises de penser de ces grandes questions-là, de connecter avec le gouvernement, d'analyser des systèmes comme ça? Comment est-ce que tu utiliserais autrement ton temps si, par exemple, il y avait un lien plus étroit avec le gouvernement? Mais c'est une excellente question. Si je pouvais passer moins de temps à résoudre des difficultés liées à différents aspects de remplissage de formulaires, de demande de subventions, moi, ma job dans mon travail, principalement, c'est de faciliter les interactions, que ça soit entre mes collègues et les partenaires, que ça soit entre les partenaires, que ça soit aussi dans l'action directe auprès des citoyens. Moi, je travaille pas nécessairement directement sur le terrain. J'essaye de plus avoir une vision globale. Puis je pense que si j'avais plus de temps, oui, en fait, je serais plus efficace pour répondre à ma mission, parce que j'aurais plus de temps pour favoriser la création de nouveaux projets, beaucoup plus enraciner la mission et faire de la recherche et développement, qui est très importante. Et je trouve d'ailleurs c'est une des grandes qualités qu'on a au Québec. Je peux pas parler pour le reste du Canada, mais on est une société, la société québécoise, très créative. Et j'ai la chance au niveau des OBNL, en tout cas dans lesquels je travaille, parce que je suis aussi impliqué dans d'autres OBNL, où quand on arrive à dépasser ces parties-là, qui sont correctes aussi jusqu'à un certain point, de côté administratif, ça fait partie de la game, on peut s'asseoir et rêver. On peut rêver à des actions concrètes, on peut être beaucoup plus à l'écoute aussi des communautés, comme je disais, et on peut travailler beaucoup plus en synergie aussi avec, par exemple, les conseillers et conseillères municipaux, avec qui on a travaillé dans les dernières années, qui, eux, ont un lien direct et nous disent « Dans mon quartier, je veux telle chose, je veux vous appuyer, est-ce que vous êtes en mesure de le faire ?» Oui, on est en mesure de le faire, on a besoin de financement, évidemment, mais on a aussi besoin de temps et de ressources. Et donc, pour ce faire, on peut-tu avoir moins de temps à consacrer dans l'administratif et plus de temps dans la réalisation, en fait, de notre mission. Merci, Fabien. C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui, mais je vous remercie d'avoir pris le temps pour nous en parler un peu. Merci, Sébastien, pour l'invitation. C'était un plaisir de pouvoir discuter avec toi et en espérant que ça puisse faire avancer les choses. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir été à l'écoute d'Imagine. Je vous invite à visiter notre site web, imaginecanada.ca, pour vous abonner à notre infolettre et ne manquer aucun épisode. Si vous avez aimé cet épisode, pourquoi ne pas nous donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite pour que d'autres personnes puissent découvrir notre balado. Merci encore à nos partenaires, Sage Canada et Carter's Professional Corporation, de rendre ce projet possible.